Vous avez donc mené le bal entre les journalistes et les Bleus pour 337 matchs, 7 Coupes du Monde, 9 sélectionneurs, 253 joueurs. Tâche périlleuse dans les moments de crise, exaltante quand l'équipe triomphe. Ouais. Vous nous livrez vos souvenirs et des dizaines d'anecdotes et de portraits dans La vie en bleu qui paraît chez Albin Michel. Vous avez donc assisté à la métamorphose du football de haut niveau. On parlait des salaires il y a un instant avec Cyril de la Morinerie. Entre Platini qui touchait le salaire d'un cadre supérieur et les stars d'aujourd'hui payées comme des millionnaires, c'est pas deux mondes complètement différents ? De tout temps, les footballeurs professionnels en France ont été des privilégiés, mais c'est vrai que la courbe n'a cessé de monter de façon vertigineuse au fil des années. Raymond Kopa était jaloux de ce qu'avait gagné la génération Platini, et la génération Platini disait avec un brin de nostalgie: ah, si j'étais venu 20 ans après, ça aurait été autre chose. Donc voilà, c'est toujours des privilégiés, mais c'est vrai que les salaires aujourd'hui, ça me conforte dans l'idée que j'ai eue depuis plusieurs années. Le football de haut niveau en France vit largement au-dessus de ses moyens. Ouais. L'affaire de Mediapro, ce milliard qui était le Graal pour tous les présidents de clubs, ouais. Et il était hors de propos. On est entretenu dans cette illusion qu'il y a un top 5 en France, qu'il y a les 5 gros, France, Italie, Allemagne, Angleterre, Espagne. C'est une vue de l'esprit. Il y a 4 pays qui, culturellement, par leurs affluences, par leur amour du club, par leur capacité d'accueil dans les stades, par le marketing, ont développé une véritable forte industrie du football de haut niveau. La France, avec ses moyens et de façon très méritoire, essaye de suivre. Et c'est déjà pas mal. Mais croire qu'on fait partie de la bande des 5, c'est pas vrai. En fait, tout a changé et on le voit dans votre livre parce que avant d'intégrer les Bleus, vous les suiviez comme journaliste, oui, à l'équipe. Et vous étiez, écrivez-vous, 6-7 reporters à suivre l'équipe de France. Oui, dans les stages de début 70 qui avaient lieu à Saint-Malo, on était 6 ou 7. Oui. On était 3 de l'équipe, 1 ou 2 du Parisien, l'AFP et le local de Ouest France. Voilà, c'était tout. Aujourd'hui, c'est 150. Oui. Vous avez connu l'époque où les journalistes entraient librement dans les chambres des joueurs pour les rencontrer. Absolument, dans les vestiaires après les matchs aussi. Et puis après, on a, à l'approche de la Coupe du Monde, on a réduit un peu la voilure, mais on continuait. Je prenais les commandes. Sacomano me disait: tu veux voir qui? Me disait Dimeco, Papin, etc. Je frappais à la porte de Papin, Dimeco, il descendait, il faisait 3 minutes avec Sacomano, 3 minutes avec le gars de RTL, avec Vendroux pour Inter. Ça durait 1 heure. Puis après, l'affluence médiatique se faisant plus pressante, on a fait des ateliers. Alors le joueur venait 20 minutes autour de la presse écrite, discussion à la bonne franquette. Il passait 7-8 minutes en studio radio, 7-8 en studio télé. Et puis après, on s'est aligné sur tout ce qui se faisait partout, dans les Coupes du Monde, dans les Coupes d'Europe, au Championnat d'Europe. Il y a une prise unique, le gars à la tribune, avec le chef de presse à côté, 20 minutes, c'est pas 22. Et puis aussi parfois, et je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça, il n'est pas seulement question de football. C'est-à-dire, il y a eu un mouvement de pipolisation du sport avec des gazettes qui ne s'intéressaient plus seulement à ce qui se passe sur le terrain et dans les vestiaires. Oui, mais ça fait partie de l'évolution des choses. Après la Coupe du Monde 98, il y a une véritable, comme vous le disiez, pipolisation des joueurs qui se sont mis à faire des pubs, à apparaître dans les magazines People, et c'est pas l'arrivée des réseaux sociaux. Ouais. Chacun maintenant a sa petite com, c'est Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et compagnie. C'est inévitable. Alors, votre livre, Philippe Tournon, est une formidable galerie de portraits avec vos chouchous. On les voit, Platini, Zidane chez les joueurs, Aimé Jacquet, Didier Deschamps chez les entraîneurs. Comme par hasard, ce sont ceux qui ont gagné. Ce sont ceux qui sont hissés vers les sommets, mais qui ont les plus belles qualités selon vous. Michel Platini, immense admiration pour son intelligence de jeu. Il entrera au panthéon des plus grands artistes du football, écrivez-vous. Mais il vous a dit plusieurs fois: toi qui as connu notre génération et celle de 98, convient qu'on jouait un meilleur football qu'eux, non ? Et ça, c'est un thème auquel Michel est très, très attaché. C'est un amoureux du jeu, il l'a superbement illustré, donc on ne va pas lui enlever ça. Et puis c'est important, la qualité du jeu. Alors oui, c'est une composante aujourd'hui de la victoire, mais il n'y a pas que ça. Il y a le mental, il y a la culture de la gagne que la génération de 98 est allée acquérir à l'étranger, principalement en Italie, la culture
culture tactique chère à Didier Deschamps, le respect des consignes. Alors si on veut mettre une note en valeur artistique, comme dans le patinage, d'accord, les champions du monde 84 avaient peut-être quelque chose en plus. Mais le juge de paix dans le sport, comme dans beaucoup d'activités, c'est quand même le tableau d'affichage, c'est le chiffre d'affaires dans le business, etc. Et donc, par ailleurs, sur le plan de la gestuelle, Zidane se classe tout en haut. Platini, en revanche, n'a pas été un bon sélectionneur. Il n'était pas fait pour ça. Il n'était pas fait pour ça. Il n'a pas été mauvais. Voilà. Il a fait une phase de qualif 8 victoires sur 8. Et après, la phase finale de l'Euro 92, qui est tout à fait autre chose. Ça signifie en commun sur plusieurs semaines. Là, il avait mais vous racontez des scènes incroyables parce qu'avant un match important, il dit aux joueurs faites-vous plaisir, prenez du plaisir. Alors, au lieu de non, mais c'est pas méchant en soi. C'est par d'un bon sentiment. On dit plutôt sortez-vous les tripes, non, faites-vous plaisir. Comme je l'ai évoqué il y a une minute, les joueurs avaient 8 matchs de qualification, ils les gagnent tous les 8. Alors après, on allait jouer en Angleterre, je crois, je sais pas où. Il leur a dit ce que vous avez fait, c'est formidable. Alors après, il y a l'Euro qui va venir, mais entre-temps, prenez du plaisir, faites-vous plaisir. Alors là, évidemment, la petite musique qui résonne insidieusement dans beaucoup d'oreilles, et Didier Deschamps a été le premier à convenir que à partir de ce moment-là. Il y avait quelque chose qui s'était cassé, un ressort qui s'était détendu. Ils avaient le sentiment de jouer comme récompense de tout ce qu'ils avaient fait et non pas de se préparer comme il convenait pour une phase finale. Vous rendez un magnifique hommage à Aimé Jacquet, l'homme le plus professionnel, le plus honnête, le plus authentique que j'ai rencontré. Homme à jamais blessé par les critiques ou les ricanements de la presse avant le Mondial 98 et notamment dans votre journal, votre ancien journal, L'Équipe. Vous avez tenté de recoller les morceaux? Oui, j'ai tenté une fois ou deux, bien que je savais que Aimé était très marqué, et sa famille plus encore. Il a dit je ne pardonnerai jamais, il l'a dit, il l'a moins redit sur la fin, mais il n'avait pas fondamentalement changé. J'ai cru une fois ou deux pouvoir au moins provoquer un déjeuner entre le directeur de L'Équipe et Aimé Jacquet. J'étais sur le point d'y parvenir avec, je crois que c'est Christophe Chenu qui était directeur à l'époque. On allait trouver une date et c'est le moment où Aimé fait une interview pour Le Monde et parle de nouveau d'une presse malhonnête. Alors là, la rédaction de L'Équipe, qui avait à peine cicatrisé les plaies de la Coupe du Monde, est montée au créneau, exigeait que L'Équipe attaque Aimé Jacquet en diffamation. Et le plus cocasse de l'histoire, c'est peut-être que le jugement rendu, c'est-à-dire que le tribunal a convenu qu'il y avait bien eu diffamation. Donc ça aurait mérité une sanction en application du droit, mais considérant tout ce que L'Équipe avait raconté sur Aimé pendant des années, il n'y aurait pas de sanction. Match nul, balle au centre. Aimé Jacquet, toujours discret, mais vous racontez son intervention au dîner annuel des champions du monde 98 en décembre 2017, donc quelques mois avant le mondial 2018, et c'est une scène formidable parce qu'il s'agit de déterminer une date pour c'est ça, c'était notre petit déjeuner annuel de notre association France 98, on parle de tout, puis à un moment donné, on dit, attends, 2018 c'est la Coupe du Monde, d'accord, mais c'est notre 20e anniversaire de 98, comment on va le faire? On avait fait un truc formidable en 2008 au Stade de France. Est-ce qu'on recommence? Oh ben non, le Stade de France c'est un peu grand, peut-être Bercy, un truc en salle. Et ils se mettent d'accord quand même qu'ils vont faire un vrai match sur un grand terrain, un gazon, etc. Mais quelle date? C'est le casse-tête. Parce qu'il y a la Coupe du Monde au milieu. Et voilà, avril, c'est trop tôt, mais après la préparation a commencé et ils se mettent tous d'accord pour dire bon, allez, on fera ça après la finale vers le 20 juillet. Et là, Aimé demande la parole et quasiment il engueule tout le monde. Il dit mais où vous allez les mecs là? On va forcez un peu l'accent s'il vous plaît. Oh les gars, vous faites quoi là? Il dit parce que moi je vous le dis, écoutez-moi bien. C'était une formule à Aimé. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Didier va nous la ramener cette deuxième étoile. Il va être là, on va être là à fêter la Coupe du Monde au mois de juillet. Alors, faut pas faire ce match-là à ce moment-là. Alors, tout le monde est un peu interloqué, mais c'est rangé à l'avis du prophète, évidemment. Et donc, le match a eu lieu 2 jours, je crois, après notre départ pour la Russie, à Nanterre. Voilà. Et puis la Russie, ce sera
votre dernière conférence de presse avant la finale. Philippe Tournon, 150 journalistes qui vous feront une standing ovation. J'ai toujours une grosse émotion en l'évoquant, en se souvenant de ces belles images, effectivement. Voilà, on vous écouterait des heures. Et ben, si vous, je le dis aux auditeurs, si vous voulez passer des heures avec Philippe Tournon, il y a ce livre, La vie en bleu, aux éditions Albin Michel. Philippe Tournon, natif de Montauban, mais qui sait imiter l'accent lyonnais ou stéphanois des Stéphanois, évidemment, d'Aimé Jacquet. Merci à vous, Philippe Tournon, d'être venu. Europe Midi.